TV5 Monde continue de célébrer la semaine de la langue française et de la francophonie. Une question aujourd'hui, le français est-il en perte de vitesse au Québec? Est-il menacé sur l'ensemble du Canada? Et si oui, pourquoi? Quelles réformes pour préserver la langue française? Mélanie Joly est avec nous en direct de Montréal. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes la ministre fédérale canadienne du développement économique et des langues officielles. Alors disons-le, hein, le Canada, votre pays, avec sa province francophone québécoise, c'est un peu le vaisseau amiral de la langue française en Amérique du Nord. Comment va le bateau? Le bateau va bien, mais on doit faire attention pour que sa coque ne fuit pas. Donc, essentiellement, ce qu'on veut, c'est de protéger davantage la langue française au pays. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un certain recul du français au Québec et en particulier à l'extérieur du Québec. Alors, le gouvernement fédéral, on en prend acte. On reconnaît que le français est une langue minoritaire au Canada et dans les circonstances, on doit faire plus pour arriver à une égalité réelle entre nos deux langues officielles qui sont le français et l'anglais. Et donc, le gouvernement fédéral, on va prendre nos responsabilités dans notre juridiction et en faire une question, une priorité. En tout cas, il y a quelque chose qui est frappant. On en parlait hier, Mélanie Joly, dans le cadre de la semaine de la francophonie. En France, les responsables politiques ont utilisé beaucoup d'anglicismes depuis le début de la pandémie. Cluster, stop and go, click and collect. Ce n'est pas le cas au Canada, au sein du gouvernement fédéral, hein? Bien, vous savez, pour nous, la question de la qualité de la langue, elle est très, très importante et on est très, très sensible aux questions d'anglicisme. Parce que pour nous, l'anglicisme, c'est souvent comment je peux dire, synonyme d'assimilation. Donc, c'est pour ça qu'on veut utiliser les bons termes. Mais en même temps, on comprend que parfois, en temps de pandémie, les choses vont vite, les décisions se prennent rapidement. Donc, on va au terme le plus proche de notre esprit. Mais tout ça fait en sorte que, oui, en effet, on doit faire attention au niveau de la qualité de la langue. Et en tout cas, même si vous, les responsables politiques, vous donnez l'exemple, Mélanie Joly, on va le voir à travers le reportage sur le terrain, c'est pas si évident que ça. Même la grande ville de Montréal, au Québec, est parfois menacée d'anglicisation, si l'on peut dire. On va regarder ce reportage de notre partenaire Radio-Canada. Entre les commerces aux noms anglophones, les annonces bilingues et le bonjour aïe pour accueillir les clients, Jonathan Nixon persiste à croire que Montréal est une ville francophone et qu'elle doit le rester. Et pourtant, francophile originaire de l'Australie, il reconnaît que son intégration en français n'a pas toujours été facile, souvent à cause des francophones eux-mêmes. Au début, c'était difficile parce que les gens ils veulent toujours parler avec moi en anglais. Les Québécois pêchent par excès de générosité, croit le coordonnateur du regroupement des organismes de francisation du Québec, qui a lui-même constaté l'anglicisation de Montréal. Dès que les nouveaux immigrants commencent à avoir des problèmes pour trouver un mot en français, ils vont emboîter en anglais. On essaye de faire du bien, mais on le fait mal. Des francophones aussi déplorent qu'il puisse être plus difficile de vivre en français dans la grande région métropolitaine. Et même quand on répond en français, ça se peut que le serveur ou la serveuse continue de te parler en anglais. Dans les magasins, ces choses-là, jamais je me faisais accueillir à brossard par les deux langues. À 21 ans, Emma Félix-Lorrain a cofondé l'initiative Accent Montréal avec une pétition pour que la ville se dote de son propre conseil pour la langue française. Plus de 18 000 personnes l'ont appuyé. C'est important que nous, en tant que jeunes, on ait parti cette pétition-là pour démontrer, en fait, que c'est pas seulement les personnes plus âgées qui vraiment s'en font avec cet enjeu-là. L'idée a fait son chemin jusqu'à la mairie, où la conseillère municipale Cathy Wong prépare son plan pour protéger le français, lequel devrait être présenté ce printemps. Elle estime que la ville a été traitée injustement dans le dossier de la langue, surtout après avoir été sommée par une motion de l'Assemblée nationale, adoptée à l'unanimité l'automne dernier, de se conformer à la Charte de la langue française, ce qu'elle a fait depuis. Jonathan Nixon, lui, comprend bien que le rayonnement de la langue de Ducharme n'est pas que l'affaire des gouvernements. Jeunes, moins jeunes, francophones, anglophones, tous devront se faire entendre, et il l'espère, en français. Mélanie Joly sur TV5 Monde, on le voit, mobilisation générale de la mairie de Montréal, de la société civile, des jeunes et des plus âgés. Vous allez déposer concrètement un projet de loi pour moderniser et réformer la loi sur les langues officielles. Ça sera déposé d'ici la fin de l'année. Quel est le cœur de votre projet? Mais en fait, vous savez,
la question de la langue au pays, elle est partagée au niveau de sa juridiction entre les provinces, donc au Québec, par exemple, le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral. Ce qu'on reconnaît pour la première fois de notre histoire, c'est non seulement, comme je vous le disais, que la langue française est minoritaire, on doit en faire plus pour arriver à une égalité réelle, mais concrètement, on met sur pied de nouvelles solutions. Par exemple, on sait que la loi sur les langues officielles ne s'est qu'appliquée jusqu'à maintenant, depuis les 50 dernières années, au secteur public, à la fonction publique fédérale. Ce qu'on veut faire, c'est aller plus loin et maintenant l'appliquer au secteur privé, donc aux entreprises fédérales, que ce soit les grandes banques canadiennes ou les compagnies de télécommunications, afin qu'elles puissent respecter trois droits très, très importants, Mohamed. Le premier, le droit de travailler en français au sein de ces entreprises-là, le droit de pouvoir être servi en français lorsqu'on est client par ces entreprises-là, et finalement, le fait de ne pas être discriminé lorsqu'on est francophone. Et l'objectif, c'est de reconnaître ces droits-là certainement au Québec, dans la province dont la langue officielle est le français, mais aussi dans certaines régions à forte présence francophone à l'extérieur du Québec. Donc ça, c'est la première grande avancée de notre approche en matière de langues officielles et de protection du français. Et deuxièmement, vous savez, le poids démographique des francophones à l'extérieur du Québec est en baisse. On doit s'assurer de le maintenir, voire même de l'augmenter. Alors, sur cette base-là, ce qu'on veut faire, c'est adopter une première stratégie nationale d'immigration francophone à l'extérieur du Québec. Donc, que dans nos communautés francophones, que ce soit à Sudbury, que ce soit dans le nord du Nouveau-Brunswick, par exemple, que l'on puisse vraiment accueillir des francophones et qu'à leur tour, ils aient le réflexe d'envoyer leurs enfants à l'école en français. Et c'est comme ça que peu à peu, on va enrichir notre francophonie canadienne. Alors, on sait que le Canada a déjà une politique migratoire bien précise, contrairement à certains autres pays comme la France, la Belgique ou encore la Suisse. C'est une immigration en fonction de l'activité en général, même si on n'aime pas toujours le mot d'immigration choisi. Là, comment vous comptez vous y prendre pour faire venir des immigrés francophones concrètement ? Bien, concrètement, ce qu'on veut faire, c'est pouvoir attirer des immigrants francophones un peu partout à travers notre francophonie internationale. Par la suite, les accueillir ici, en français. Et par la suite, bien entendu, de pouvoir les intégrer dans nos communautés francophones qui vivent en situation minoritaire. Donc, et que leur réflexe ne soit pas nécessairement de vivre en anglais, mais de continuer à vivre leur francophonie et que cette francophonie puisse justement se transmettre de génération en génération. Donc, bref, qu'on puisse maintenir cette appartenance au fait français au pays. On l'a vu, le Canada vit en français à cause d'une vague migratoire qui date de plusieurs siècles, qui s'est poursuivie. Le Québec s'est doté de sa propre politique d'immigration en français, mais maintenant, on doit travailler au niveau fédéral pour que ce soit le cas aussi dans d'autres provinces au pays. Il y a 9 millions de francophones au Canada, Mélanie Joly, sur 38 millions d'habitants. C'est un peu moins d'un quart donc, de francophones. En fait, ce que vous nous dites, c'est que le poids démographique, c'est clairement un enjeu pour les francophones. Oui. Et c'est pour ça qu'on doit s'y attarder. Ça fait trop longtemps que le Canada, je pense, prend pour acquis son fait français à l'extérieur du Québec. Je pense que l'idée de créer un État bilingue était certainement de créer un appareil fédéral, un système public au sein de notre fonction publique fédérale dans les deux langues officielles. Ça a créé vraiment une petite révolution à l'époque parce que ça a permis aux francophones d'avoir accès à des postes, à des hauts postes de la fonction publique. Et nécessairement, ça a poussé l'importance du bilinguisme au sein de notre fonction publique. Mais on doit aller plus loin, Mohamed, parce qu'on doit être en mesure également d'être capable de former des gens bilingues, d'avoir un pays bilingue de par ses citoyens. Et ça passe par, oui, l'immigration, comme je l'ai mentionné, mais ça passe par aussi un autre pan de notre réforme qui est certainement de vraiment éliminer toutes les formes de listes d'attente pour les parents qui attendent d'inscrire leurs enfants à l'école d'immersion en français. Donc, vraiment des parents anglophones qui veulent permettre à leurs enfants d'apprendre le français. Et ça aussi, c'est ce sur quoi on travaille parce qu'on veut non seulement maintenir le poids démographique des francophones, s'assurer qu'on a un fait français fort au pays, mais aussi augmenter le nombre de francophiles et augmenter le nombre d'alliés
de la cause du français au pays et, ce faisant, maintenir un équilibre social et politique qui est fondamental à notre pays au Canada. Mélanie Joly, juste très court, parce que j'aimerais terminer cette entrevue avec tout de même une question d'économique, parce que c'est aussi l'une de vos prérogatives avec cette crise sanitaire. Mais juste, on sait qu'aux États-Unis, il n'y a pas de langue officielle, semble-t-il, dans la Constitution. On dit même que d'ici quelques années, l'espagnol pourrait devancer l'anglais. Qu'en est-il au Canada? Est-ce que c'est inscrit dans le marbre, l'anglais et le français, c'est ça? Oui, exactement. Ça fait partie de notre Constitution et même qu'on a des droits linguistiques qui sont protégés par notre Constitution, par les tribunaux et même on a une politique pour protéger nos minorités linguistiques. Donc, c'est pour ça que quand je parle de francophones à l'extérieur du Québec, je parle de nos minorités linguistiques qui ont des droits d'envoyer leurs enfants à l'école de la minorité, donc en français, et puis ils ont plusieurs autres droits pour être en mesure de maintenir leur vie en français. C'est fondamental, ça fait partie de notre contrat social au Canada et c'est ce qui permet justement d'avoir une forte unité au pays. Alors, il nous reste une grosse minute pour finir. Ça va être un peu court, mais tout de même, juste des nouvelles pour voir si la relance et le ciel s'éclaircit au Canada. 5,4% en 2020 de contraction, pire performance depuis 1961. Comment comptez-vous, au Canada, relancer l'économie avec cette pandémie interminable? Mais vous savez, on a déjà mentionné dans notre dernière mise à jour économique que la relance, elle est importante et que nous allions y consacrer entre 3 et 4 de notre PIB, c'est-à-dire entre 80 et 100 milliards de dollars canadiens sur les 3 prochaines années. Donc, nous allons déposer un budget prochainement. Entre-temps, ce que nous avons fait, c'est certainement de pouvoir vraiment aider nos entreprises, que ce soit via la subvention salariale qui permet de payer les salaires des employés et nécessairement de les maintenir en poste, que ce soit via une panoplie de prêts et d'aides directes à nos petites et moyennes entreprises ou encore via différentes formes d'aide pour les aider à payer le loyer et les coûts fixes. Donc, notre objectif, certainement pour les entreprises les plus affectées dans des secteurs plus touchés comme le tourisme, les arts et la culture, etc., c'est certainement d'aider ces entreprises à survivre la pandémie et la crise économique. Et une fois que ça sera fait, bon, on va pouvoir parler de relance, on va pouvoir certainement investir les fonds nécessaires pour avoir une relance qui est verte, qui est inclusive et qui permet le fait qu'il y ait davantage d'emplois. Vous savez, il y a environ 1 million d'emplois qui ont été perdus depuis le début de la pandémie. Notre objectif, c'est justement de redonner ces 1 million d'emplois-là aux Canadiens qui les ont perdus. Merci beaucoup, Mélanie Joly, d'avoir été avec nous, ministre canadienne fédérale donc, du développement économique et des langues officielles. Merci d'avoir été avec nous sur TV5 Monde.